commencer, hein. Vous commencez? Ouais. Bon, merci. Bonjour tout le monde. J'ai pas l'impression que le micro marche, mais je pense que vous m'entendez comme ça. Donc, merci beaucoup d'être là. Et donc, nous accueillons pour cet atelier sous forme de table ronde trois plus qu'experts de la RSE. Donc, Magali Payen, qui est la fondatrice de On est prêt, qui reviendra sur son expérience après dans le cours du débat. Santiago Lefer, qui est le créateur de Change Now, et pareil, qui nous expliquera de quoi il s'agit après, et pendant que nous discuterons. Et puis Michel Gir, qui est dirigeant d'un cabinet d'audit et d'expertise comptable spécialisé dans la RSE. Moi, je veux bien, oui. Voilà. Ah ben oui, c'est mieux là, maintenant j'entends. Donc, en fait, le thème de cet atelier, c'est l'engagement, savoir si cet engagement individuel et collectif, de la part de personnes qui ont des fortes valeurs et qui sont prêtes à entreprendre, à innover dans une démarche de RSE, est-ce que cet engagement va suffire ou est-ce qu'il va falloir changer aussi de modèle de développement, de modèle économique au niveau mondial, au niveau national, au niveau local ? Donc, tous les trois, vous parlez régulièrement dans vos discours de métamorphose de la société, de changement de paradigme, de révolution nécessaire. Mais vous avez tous les trois des histoires personnelles qui sont différentes, un passé qui est différent. Vous n'êtes pas de la même génération. Et la première question, c'est de vous demander comment est-ce que vous avez basculé, parce que finalement, il s'agit un petit peu de ça, dans cette idée de l'urgence de devoir agir. Est-ce que c'est une anecdote, un constat, une rencontre, la lecture de thèses sur l'effondrement, etc. Donc on va commencer par toi, Magali. Donc tu as travaillé pendant longtemps dans l'audiovisuel et le mix média, et puis tu es arrivée à la conclusion qu'il ne fallait pas attendre des autres et attendre que les choses changent, il fallait prendre en charge soi-même son destin et celui de la planète, carrément. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a poussé à agir comme ça ? Ok, vous m'entendez ? Oui. Bon, déjà, ça me fait plaisir de vous voir, mais je suis un peu frustrée de ne pas voir vos visages en entier. L'interaction n'est pas la même. Donc, pour répondre à la question, moi, j'ai eu 3 déclics qui me viennent. Le premier, c'est qu'au départ, il y a 15 ans maintenant, j'avais envie d'être productrice de cinéma. Et j'avais envie d'être productrice de cinéma pour raconter des histoires, pour émouvoir les gens. Et en fait, j'ai fait une rencontre en 2006 avec 2 entrepreneurs sociaux, Christian de Boisredon et Nicolas Jourdier. Christian de Boisredon qui avait lancé Reporters d'Espoir, qui était une sorte d'agence de solutions pour les journalistes. Et en fait, eux deux m'ont proposé de participer avec eux à la production d'un film sur Mohamed Younous. Et Mohamed Younous, en fait, quelques semaines après, est devenu prix Nobel de la paix pour le microcrédit. Son objectif, c'était vraiment d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Et là, je me suis dit, en fait, on peut utiliser le cinéma comme un outil pour inspirer les gens et pour leur proposer d'agir après avoir vu le film. Donc, à ce moment-là, c'était en 2006, je me suis dit que je voulais devenir productrice à impact, pas seulement productrice. Donc ça, c'était vraiment le premier déclic. Ensuite, en 2008, j'ai vu un documentaire de Leonardo DiCaprio qui s'appelait La 11e heure, sur la mort des océans. Et là, j'ai pris conscience en fait, du désastre écologique. Et il n'y a pas eu de retour en arrière possible. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'inquiétude pour l'environnement n'a fait que grandir au fur et à mesure où je lisais les rapports, les articles. Et donc, je me suis rendu compte aussi, à nouveau, de la puissance des documentaires sur le public potentiellement. Et le troisième déclic, c'est quand j'ai travaillé chez Canal+ pendant 6 ans, le groupe s'est développé sur Internet. Et là, quand on s'est vraiment mis à déployer toutes les chaînes YouTube, notamment avec des YouTubeurs, je me suis rendu compte de l'impact que pouvait avoir Internet en termes de rapidité, en termes de ciblage et en termes de moindre coût par rapport au cinéma et de la complémentarité entre le cinéma, la télé et Internet. Et donc je me suis dit, il faut absolument utiliser ce médium pour essayer de changer les choses. Voilà pour mes déclics. Bon. Merci beaucoup Magali. J'écoutais voilà, en même temps, mais bon, j'ai un petit problème parce que je voulais vous présenter les bios quand même des intervenants en même temps que ceux-ci parlaient, et en fait, ça ne marche pas. Parce que j'ai carrément eu une autre conférence de ProDurable qui est apparue, donc je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Il passe pas le diaporama. Je vais reprendre le diaporama là. Et
Bon, on va continuer en tout cas Santiago. Donc vous avez travaillé dans un premier temps dans l'environnement de la banque, hein, de façon très, on va dire, très sérieuse et très traditionnelle. Et puis vous avez bifurqué radicalement et vous avez créé ce salon Change Now qui propose donc des solutions technologiques pour sauver la planète également. Et donc ce salon, c'est sa 5e édition qui aura lieu en 2021, en mars. Quatrième édition, pardon. En tout cas, l'année dernière, vous avez quand même accueilli 20 000 visiteurs, proposé plus d'1 millier de solutions. Et donc vous aussi, merci de nous dire ce qui vous a donné ce déclic pour transformer votre vie. Bonjour à tous. Donc de mon côté, en fait, le déclic, c'est quelque chose c'est un parcours toujours qui nous emmène à un déclic. Et moi, j'ai toujours eu 3 casquettes dans ma vie. Une casquette, premièrement, c'était j'ai grandi sur scène. J'ai fait énormément de scènes. J'étais magicien. J'ai été tout ce qu'on peut imaginer sur scène à un moment, en fait. Et j'ai progressé là-dedans à faire des événements un peu par hobby. Je me suis jamais dit que ce serait mon activité. Deuxièmement, il y avait vraiment le côté entrepreneur. Et ma casquette, c'était vraiment celle de vouloir créer de la valeur à travers l'entreprise qui pouvait créer des emplois, soutenir des familles, faire du développement local ou plus grand encore. Et puis le troisième, c'était vraiment cette casquette d'avoir un impact. Et voilà, laisser une trace qui puisse compter et faire quelque chose qui aille dans le bon sens. Et pendant longtemps, en fait, moi, j'ai navigué un peu séparément dans ces 3-là. D'une part, un peu un hobby, puis je faisais de la banque pour apprendre vraiment le côté financier et pour être justement bon dans l'entreprise. Et 2015, c'était l'année du déclic pour moi, puisqu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu la COP21, notamment. Et lors de la COP21, je suis allé là-bas et il y avait en quelque sorte vraiment ce clivage qui a duré pendant très longtemps, où il y avait d'un côté les grandes organisations internationales, de l'autre côté les citoyens, et au milieu il n'y avait pas les entreprises engagées non plus, pas trop, on ne les voyait pas trop. Or il y avait des solutions qui émergeaient un peu partout, Ocean Cleanup par exemple à l'époque, Boyan Slat qui créait cette barrière qui collectait les plastiques dans les océans. Bon, voilà, il y a beaucoup de débats sur la solution, mais en tout cas il y a eu vraiment un effet de déclic autour de certains entrepreneurs comme ça qui montraient qu'on pouvait faire à la fois de l'entrepreneuriat et de l'impact. Et moi c'est ce qui m'a complètement dirigé dans cette voie. Et vraiment, après, avec ce constat de dire très rapidement que dans quel que soit le secteur dans le monde, et un peu plus, quel que soit le secteur d'activité, il y a des grands rassemblements qui permettent de faire avancer le secteur. Le Bourget pour l'aéronautique, le Festival de Cannes pour le cinéma, le CES à Las Vegas pour la technologie. Il n'y avait pas encore un endroit comme ça qui rassemblait tous les acteurs du monde qui étaient engagés pour faire un monde meilleur, pour faire avancer le secteur. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de Change Now. Et voilà, et donc en 3 ans, on a fait en effet 2000 personnes la première édition et 28 000 l'année dernière. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, et Michel, donc toi, tu es dirigeant d'un cabinet d'audit et d'expertise comptable et de conseil. Et il y a une quinzaine d'années, tu as décidé d'orienter complètement le cabinet dans une démarche de responsabilité sociétale. Et en même temps, tu as embarqué une bonne partie de tes clients avec cette idée-là et le réseau Walter France auquel GMBA appartient. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi ? Oui, et ça répond en partie peut-être d'ailleurs effectivement, remarque de Santiago. J'ai cofondé un cabinet d'audit, expertise et conseil encore très couramment, on va résumer en cabinet comptable, chose qui m'horripile, parce que nous sommes très loin d'être des cabinets comptables, c'est péjoratif. Avec le grand support d'Yveline, on a pris conscience très vite que nous étions dans une démarche de RSO sans le savoir, et que nous pouvions aller, dans notre position de cabinet d'audit, expertise et conseil, aller beaucoup plus loin en formalisant notre démarche et en allant vers le label ISO 26000, dont porte le label Lucie. Pourquoi ? Parce que, alors on parle beaucoup d'entreprises à impact. Je considère que GMBA est une entreprise à impact. Nous accueillons, notre profession accueille des milliers de jeunes chaque année. Nous sommes un creuset de formation. Nous sommes au contact de multiples entreprises, de la TPE à l'ETI, parfois la très grande, mais je laisserai les très grandes de côté. Mais en tout cas, TPE, PME, ETI sont nos clients et nous sommes considérés comme leur interlocuteur privilégié.
Nous sommes au contact des institutions. Nous avons des relations très régulières. Nos instances ont des relations très régulières avec nos ministères, puisqu'on dépend du ministère on dépend de la chancellerie, on dépend du ministère de l'économie et des finances. Donc on a un vrai rôle à jouer. Et ça nous a semblé assez naturel que de formaliser, d'aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'en ce sens, je suis même sûr qu'en ce sens, on a très largement réussi et qu'on peut être assez fier de notre démarche. Je pense qu'on a un impact fort sur nos équipes et sur nos clients. Et je suis également ici pour témoigner de ce que représente et de la position et du niveau d'avancement des entreprises sur ces questions de développement durable qui sont, en tout cas PME, TPE, PME, ETI, beaucoup plus en avance sur le sujet qu'on ne voudrait bien l'imaginer, ce qui d'ailleurs me rapproche de Magali. En gros, on est prêt. Ok, donc vous êtes tous d'accord, merci beaucoup. Vous êtes tous d'accord pour dire que la société doit changer. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'un engagement personnel, aussi fort soit-il que les vôtres, vous arrivez à emmener plein de gens avec vous, donc c'est un engagement qui se transforme en quelque chose de collectif, mais est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il faudra quand même imposer à un moment ou à un autre des contraintes réglementaires ou politiques? En tout cas, de qui viendra l'impulsion? Comment elle peut se faire pour qu'on arrive à avancer? Alors, Magali, peut-être. Moi, c'est très simple. Ma position, c'est qu'il faut tout faire d'un coup et que l'engagement individuel est nécessaire, mais pas suffisant. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire avec le mouvement On est prêt, c'est vraiment d'agir au niveau individuel, industriel et politique. Vous nous expliquez un peu ce que vous entendez par ces trois... Les trois ? Oui. Ok. Dans ce cas-là, je vais illustrer par la première campagne, On est prêt. Je vais faire un petit sondage dans la salle. Qui connaît On est prêt? Ok. Qui connaît l'affaire du siècle? Qui a signé la pétition de l'affaire du siècle? Ok. Donc, pour mes mots, l'affaire du siècle, c'est un procès contre l'État pour inaction climatique qui a été la plus grosse pétition française avec 2,3 millions de signatures, donc en soutien à ce procès-là. Et en fait, la première campagne On est prêt, c'était fin 2018. Au départ, une soixantaine de youtubeurs qui, pendant un mois, chaque jour, proposaient un défi pour le climat à leur communauté et aux autres youtubeurs. Et en fait, à la fin du mois, il y avait plus de 150 personnalités. Il y avait des sportifs qui avaient rejoint l'aventure, des acteurs, des actrices, des chanteurs. Et l'idée de la campagne donc, que j'ai construite avec une équipe géniale, c'était d'y aller crescendo. Et donc, au tout début du défi, les gestes étaient des gestes individuels, des éco-gestes. Premier jour, aujourd'hui, je nettoie ma boîte mail parce que Internet, c'est l'équivalent du 6e pays au monde en termes d'empreinte gaz à effet de serre. Le deuxième jour, j'adopte une gourde et j'arrête les bouteilles en plastique. Et comme ça, crescendo, pendant 30 jours, au milieu du défi, on commençait à s'adresser aux politiques, notamment aux maires des villes. Donc là, c'est le youtubeur Norman qui a demandé aux participants au défi d'écrire aux maires des villes pour adopter des repas bio, locaux et végétariens. Donc il y a eu plus de 10 000 lettres qui ont été envoyées comme ça. Et à la fin du défi, le message était de dire, voilà, on a agi, on a pris nos responsabilités, on a montré qu'on agissait avec nos imperfections, et maintenant, on se tourne vers l'État. C'est à lui de prendre également ses responsabilités, et on décide d'attaquer l'État en justice pour inaction climatique depuis des décennies. Donc c'était l'État, c'était pas le gouvernement. Et là-dessus, on a en fait amplifié cette action de 4 ONG. L'affaire du siècle, ça a été initié par Notre Affaire à tous, qui allait chercher Oxfam, Greenpeace et la Fondation Nicolas Hulot. Et à ce moment-là, en fait, c'était la surprise. Le gouvernement s'y attendait pas du tout. Et sur le moment, ça a permis aussi de nous compter, c'est-à-dire qu'on n'envisageait pas du tout qu'il y aurait 2,3 millions de signatures. Ça a été un beau succès et ça a rendu visibles les invisibles qui s'ignoraient.
Et c'est vraiment une des choses qu'on essaye de faire, c'est d'expliciter, de rendre visible tous ceux qui se sentent concernés, qui veulent agir, mais qui se sentent impuissants seuls, et leur faire prendre conscience que collectivement, en fait, on peut avoir un impact. Et l'affaire du siècle a eu des conséquences positives que je vais vous raconter tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Santiago, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je dirais en soi, il y a aucun... Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur le fait que l'impulsion a été donnée. Il y a une impulsion qui est portée par plein d'acteurs différents. Et je rejoins complètement Magali sur cet aspect société civile, industrielle, État, gouvernement. Et aujourd'hui, il y a un jeu qui a très longtemps aussi duré où en fait, il y a des actions citoyennes qui mettent en quelque sorte une pression sur les gouvernements. Et en même temps, les entreprises, pour l'instant, n'étaient pas trop dans ce jeu-là. Et moi, je trouve qu'elles ont aussi un rôle hyper important, hyper clé à jouer dans la transition. Parce qu'en en fait, c'est souvent par elles que va pouvoir être créée une alternative qui va donner finalement les clés au gouvernement de sortir de cette confrontation directe en disant finalement, on a une alternative, on légifère. Mais c'est vrai que sans les alternatives, c'est vachement dur de légiférer. Je vais donner un exemple très concret là-dessus. Par exemple... Donc pendant plusieurs mois, le ministère de la Transition écologique avait un souci parce qu'il voulait réussir à interdire le fait de mettre des capteurs de microfibres plastiques dans les machines à laver. Et les industriels disaient toujours, en fait, la technologie n'existe pas, on ne peut pas le faire. Lors de Change Now, donc Brune Poisson, quand elle était encore en poste, est venue à rencontrer Planet Care, une solution anglaise, qui fait ça depuis 2 ans. La semaine d'après, elle fait venir les Planet Care avec ses industriels et elle leur dit « Ne me dites pas que ce n'est pas possible, ils le font depuis 2 ans, donc maintenant on le met dans la loi d'économie circulaire. » Voilà, ça c'est un cas très concret de justement comment l'entreprise et les entrepreneurs peuvent vraiment changer les choses. Et sur la coordination entre entreprises, gouvernements, citoyens, tu nous avais parlé d'une parabole qui était assez symbolique, mais intéressante, la parabole d'Alésia. En fait, pour moi, c'est vraiment la prochaine étape. Si on veut réussir en fait, cette transition, on est obligé de la faire de manière coordonnée. On a énormément de ressources, beaucoup de monde s'attaque à des sujets, mais toujours de manière un peu silotée. Et si on regarde justement quelques exemples dans l'histoire, justement cette histoire d'Alésia. Donc le siège d'Alésia, il y a Vercingétorix qui est enfermé dans Alésia avec à peu près 80 000 hommes, encerclé par 10 légions romaines, ce qui fait 60 000 hommes, donc ils sont déjà moins. Et autour de ces Romains, il y a encore à peu près 240 000 Gaulois. Donc vraiment, les Romains sont en sous-nombre. Ils sont 60 000 contre 320 000. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucun pilotage, aucune coordination qui est faite. Et les Gaulois attaquent de manière sporadique. Et ils n'arrivent jamais à percer le front. Et donc, c'est exactement, pour moi, le même sujet. C'est qu'il faut réussir à créer une sorte d'état-major de cette transition au niveau global. Et c'est là où on pourra parfois vraiment se dire, allez, on se concentre sur ce sujet-là, on met toutes nos ressources là-dessus, on perce le front et après, on attaque un autre. Et donc, pour moi, voilà, il y a vraiment encore une étape. C'est peut-être le dernier étage de la fusée, mais il faut vraiment qu'on s'oriente vers ça. Voilà, restons pas gaulois, quoi. Hein. Soyons mondiaux. Ouais. Exactement. Ok, merci. Alors, je vais changer un tout petit peu je vais un peu dévier, mais pour parler d'une question qui est un petit peu taboue. Enfin, il y a 2 questions qui me semblent un petit peu tabous. À chaque fois qu'on parle d'enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, c'est le terme de décroissance et le terme de démographie. Voilà. Donc, on va démarrer par la démographie. Donc, je voulais avoir votre opinion sur... que pensez-vous de l'état de la démographie mondiale et surtout de l'état de la démographie qu'on pressent pour l'avenir et par rapport à toutes les solutions qu'il faut trouver. Magali? Ok, c'est touchy comme sujet. C'est touchy. Alors, sur la démocratie... La démographie, c'est ouais, intéressant, le lapsus c'est intéressant. Sur la démographie... il faut quand même se rappeler qu'il y a 10% de la population qui émettent 50% des gaz à effet de serre. Et donc, il y a de très, très fortes inégalités face à la pollution engendrée. Et que c'est surtout le mode de vie occidental qui pose problème. Et que les pays qui ont la démographie la plus dynamique sont ceux qui polluent le moins. Donc... Ici, ce n'est pas vraiment une question de nombre, c'est plus une question de comment on fait société
Et là-dessus, quand on était 450 millions, les modes de vie qu'on a aujourd'hui pouvaient convenir. Or, en quelques décennies, on est passé à 7 milliards. Et on se rend bien compte que la planète a des limites. D'ailleurs, il y a des études qui sont faites sur les limites planétaires, qui sont au nombre de 9 et qui sont en train d'être dépassées pour certaines, avec des points de non-retour. Et donc, on se rend bien compte qu'on atteint des seuils, qu'on a une finitude. Et il y a certains groupes qui travaillent de manière très intéressante là-dessus, et je pense notamment au projet Drawdown. Ça, c'est des Américains qui ont coordonné plein de scientifiques dans le monde entier et qui ont justement compilé des solutions pour mettre en place une économie régénératrice. En fait, il s'appelle Drawdown parce qu'il s'agit d'aspirer, de drawdown le CO2 de l'air et de mettre en place en fait une manière de faire société où on aspire plus de CO2 qu'on en émet, d'où la société régénératrice. Et il y a des tests qui sont en train d'être mis en place, soit à l'échelle locale, soit dans certains pays, qui fonctionnent. Et tout l'enjeu, en fait, est d'opérer cette transition le plus vite possible. Donc, pour moi, c'est pas tant un sujet de démographie que de comment on la vit, comment on vit économiquement. C'est l'empreinte de chacun plus que l'empreinte de tous, quoi. Oui. D'accord, merci. Et Santiago, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je rejoins assez bien ce que dit Magali, dans le sens où il y a pas mal d'études qui disent que dans tous les cas, les courbes démographiques, bon, c'est encore un grand saut, hein. On est à 7 milliards, mais elles s'arrêteront à 12 milliards. A priori, la population mondiale n'irait pas au-dessus. Parce que voilà, développement des modes de vie, etc., ferait qu'il y aurait un plafonnement complet. Et donc voilà, en fait, je dis, il faut soit se poser la question de voir comment est-ce qu'on arrive justement à faire société avec de bonnes manières, en ayant ce cap de dire, OK, dès aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour être 12 milliards si on fait ça. Autrement, en effet, il faut vraiment se poser les questions de démographique, mais là, on rentre dans des vrais sujets de philosophie humaine où il va falloir encore réfléchir et débattre pendant très longtemps encore. Bon, j'ai lu récemment, il y a une nouvelle étude de l'ONU qui plafonnerait la population mondiale à 9 milliards. Voilà, justement, parce qu'en termes de développement, on sait que plus un pays se développe, moins sa démographie est importante. Et donc, avec une baisse de la natalité drastique dans les pays occidentaux, compensée par une immigration logique. Et donc, voilà. Et il n'y a qu'en Afrique où il y aurait un véritable problème de démographie à terme. Voilà. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est rassurant, hein, mais voilà. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'imaginer l'avenir de ce point de vue. Alors, il y a un deuxième terme, comme je le disais, un petit peu tabou, c'est la décroissance. Bon, alors, on en a discuté, on s'est dit, la décroissance, que mettons dedans ? C'est un problème de vocabulaire, etc. Mais bon, donc, j'ai laissé la parole à Michel pour nous parler de ce terme qu'il n'aime pas. Oui, je crois qu'il y a déjà bien longtemps qu'on aurait dû abandonner cette terminologie, croissance, décroissance du PIB. Ça n'a absolument aucun sens parce qu'il faut voir de quoi est composé le PIB. Et le cas échéant, on peut avoir une croissance du PIB qui vient, par exemple, d'un hiver particulièrement froid où on a consommé énormément d'électricité et autres combustibles. Donc, ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais le PIB n'a aucun sens et exacerbe les tensions au sujet de ces termes. Dès qu'on dit décroissance, tout le monde s'affole. Donc je pense qu'il faut le plus vite possible, certains pays commencent d'ailleurs, un pays nordique en particulier, aller vers un indicateur qualitatif et non pas quantitatif, mais un indicateur qualitatif, c'est-à-dire il faut intégrer évidemment la notion du bonheur dans nos indicateurs, entre autres, mais il faut passer nécessairement du quantitatif au qualitatif. Ça marche également très bien pour les entreprises. Nous faisons, partie d'une entreprise où nos indicateurs clés sont loin d'être seulement quantitatif, mais le qualitatif est pris en compte depuis très longtemps.
y compris dans la vision de l'entreprise, où la vision de l'entreprise, c'est pas de dire je vais faire 50 millions de chiffre d'affaires ou 1 milliard de chiffre d'affaires. Ça n'a absolument aucun sens de dire ça, ça ne veut rien dire. Par contre, le développement harmonieux, durable d'une organisation, quelle qu'elle soit, fondé sur des critères qualitatifs, tant des équipes que de l'externalité positive de l'entreprise, son impact évidemment sur la société de manière générale, sont la bonne réponse. Donc les entreprises d'ailleurs sont assez avancées sur le sujet, avec des reportings intégrés. Le reporting intégré, c'est un reporting qui va intégrer tout un tas de données extra-financières et donc qualitatives, dont les questions environnementales, sociales, sociétales. Si je prends d'ailleurs l'exemple du rapport intégré de GmbH, les données chiffrées, qui représentent le bilan, le compte de résultat, ces données-là, des données de comptables, entre guillemets, doivent représenter une page ou 2 pages sur 80 pages. C'est vous dire l'importance pour nous du qualitatif. Et il faut que les États sortent le plus vite possible de cette question croissance-décroissance du PIB, qui n'a strictement, je le répète, aucun sens. Et on cherche du sens à nos actions. Et pour avoir du sens à nos actions, il faut que nos indicateurs aient du sens et donnent du sens. Oui. Magali, oui, je pense que tu peux nous parler aussi justement de la réaction qu'a eu le MEDEF devant l'intervention de Camille Etienne. Je pense que c'est ça que tu... Voilà. C'est ça, mais en fait, moi, en écoutant Michel, me vient quand même qu'il y a beaucoup de courbes qui montrent qu'en fait, il n'est pas possible de décorréler la croissance du PIB et la décroissance des gaz à effet de serre, et que, en fait... pour réellement diminuer les gaz à effet de serre, il faudrait en passer par une décroissance du PIB. Moi, je suis complètement d'accord qu'il faut trouver de nouveaux indicateurs de richesse et qu'effectivement, dans le PIB, comme tu l'as très bien dit, on n'arrive pas à savoir ce qui est des externalités positives ou des externalités négatives. Donc, on mélange le chou et les carottes. Effectivement, Camille Etienne, qui est une jeune porte-parole d'On est prêt, qui a 22 ans, est intervenue au MEDEF l'autre jour. Elle a osé parler sur scène de décroissance et de réduction du temps de travail. Elle s'est fait moquer un peu par la journaliste, et la journaliste s'est fait applaudir par le reste de la salle. Voilà, donc ça s'est terminé un peu en partie de ping-pong entre elles deux, alors qu'il y avait d'autres personnes sur scène. Et en fait, le Huffington Post s'est emparé de cette anecdote. Et en fait, ça a provoqué un vrai buzz sur Internet, où Camille a reçu beaucoup de réactions de soutien. Et la journaliste a dû faire un mea culpa en disant que non, elle ne s'était pas moquée. Mais ce qu'on a pu constater quand même dans la salle du MEDEF, c'est que c'était la journaliste qui était applaudie, et Camille s'est pas forcément bien fait accueillir avec ces propos-là. Donc la bataille des idées est quand même en train de se faire jour, et il y a encore beaucoup de clivages. Et peut-être une dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est que chez On est prêt, en fait, nous, ce qu'on prône, c'est aussi une autre forme de bonheur, et c'est que le bonheur ne passe pas par la consommation. Pendant des années, et moi-même, pendant mon adolescence, j'ai pu me construire comme ça par certains moments, à savoir que la consommation peut apporter un plaisir fugace et éphémère, mais le bonheur réel, en réalité, se trouve ailleurs. Et ce qu'on essaye de créer comme expérience, c'est vraiment de recréer ce lien humain, ou ce lien avec la nature, qui, lui, apporte un bonheur profond et durable. Et ça ne se traduit pas dans le PIB. Voilà. C'est un jour, mais... Oui. Si je peux rebondir, en fait, sur ce que tu dis, Magali, pardon. En effet, moi, je trouve que le sujet de la bataille des idées est hyper intéressant. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être invité au MEDEF, à la REF, l'année dernière. Sur place, j'avais senti quelque chose de... Il y a un vent très positif, de changement, justement, à tel point que des ministres sur place avaient dit « ça y est, la bataille des idées a été gagnée ». Mais en fait, quand on voit ce qui s'est passé, c'est là où en fait, on se rend compte que parfois, il y a aussi des retours en arrière, que la bataille des idées, elle n'est jamais gagnée. Il ne faut jamais baisser les armes, en quelque sorte, parce qu'il y a toujours ce combat-là des idées à mettre sur le devant de la table. Et très rapidement, après, sur la question de la décroissance, oui. Parce qu'en fait,
en effet, la croissance, on parle surtout du PIB, qui est un agrégat de plein de choses. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et parler de décroissance, c'est également faire un agrégat de plein de choses. Et donc ça ne veut pas dire non plus grand-chose. Il faut faire une analyse un peu plus fine. Et finalement, il y a vraiment des pans entiers de l'économie où là où il faudrait dire clairement la décroissance totale. D'autres, là, on va faire de la croissance. Et moi, ce que je pense parfois, c'est même il y a de la croissance là où on ne la pense pas forcément. Mais lorsqu'on va faire de la réparabilité, par exemple, en fait, il y a quand même de la valeur ajoutée qui est créée dans la réparabilité. Et là, ça, c'est un vecteur de croissance. Les énergies, pareil. L'agriculture, l'agroécologie, pareil. Donc il y a comme ça des segments entiers sur lesquels, là, par contre, il faut vraiment parler de croissance, je dirais. Oui, ou de développement, tout simplement. Je pense que le terme de développement est beaucoup plus adapté, plutôt qu'il faut sortir, il faut bannir ces termes croissance, décroissance, qui créent des tensions inutiles, alors que peut-être les personnes sont d'accord, en fait. Oui. Et en plus, et là, c'est le changement de paradigme, c'est clair. Bon, on a cette crise, d'ailleurs, que nous vivons, cette crise sanitaire, pourrait être une grande chance pour notre planète. Mais on entend encore, on a tous entendu, on a été confinés en France et pendant les mois du confinement, nous avons tous épargné 100 milliards. Très bien. Et réaction immédiate, c'est de dire maintenant, pour relancer la machine économique, dépensez vos 100 milliards. Et ça, c'est un monde qu'il faut bannir. C'est d'une bêtise sans nom. C'est les 100 milliards en question, s'il faut les réinjecter dans l'économie, mais c'est différemment, c'est pas sur une consommation stupide, parce qu'on est dans des sociétés qui sont addictes à ça. Donc il faut... mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Donc il faut changer totalement de modèle, et pour changer de modèle, il faut aussi changer les mots. Donc si on dit, effectivement, on a épargné, mais ensuite, dépensons intelligemment. Que ce soit pour les bâtiments, que ce soit pour la santé, l'économie circulaire. Enfin, il y a mille manières aujourd'hui de dépenser intelligemment et dans le sens d'un développement durable. Donc, mais c'est vrai que le moment que nous vivons me paraît très important parce qu'il ouvre tout de même la porte à... de nouvelles idées, de nouvelles approches et des prises de conscience que nécessairement nous devons sortir du modèle dans lequel nous sommes. Il n'est pas tenable, il n'est pas soutenable et c'est vrai, des mots qu'il faut désormais bannir, croissance, décroissance, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est un développement harmonieux qui prenne en compte pleinement le vivant dont nous faisons partie, mais ni plus ni moins qu'un arbre. Ok, mais merci beaucoup pour ces explications de texte, on va dire. Et donc, pour finir, et avant de laisser quand même la parole à quelques questions, est-ce que vous pouvez illustrer de manière concrète quelques petits changements que vous avez constatés récemment et qui sont porteurs d'espoir? Voilà, écoutez, je ne sais pas, Santiago, par exemple. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, hein. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de choses d'un point de vue carrière aussi. Donc, il y a des vraies prises de position, par exemple, de plus en plus d'étudiants. Moi, j'en rencontre de plus en plus qui sont en train, justement, de se poser les questions de qu'est-ce qu'ils veulent faire après. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un shift, moi, ce que je trouve, au niveau de notre génération, enfin, la génération qui sort d'école maintenant, par rapport à la génération qui vient après, où là, les signaux sont un petit peu moins optimistes, mais je vais rester sur l'optimiste après. C'est qu'eux sont déjà en train de se dire, la génération alpha, je crois, qu'on refait le retour, ça, c'est des sujets, c'est la génération suivante qui devra les régler. Ils ont perdu espoir, ça y est. Ils se disent ce sera aux autres de le faire. Et je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience aussi au niveau de notre génération. Moi, je vois énormément de monde qui est en train de bouger là-dessus, et je pense qu'il y a une vraie, presque responsabilité de prendre le sujet, nous, à bras-le-corps, de montrer qu'on fait déjà notre bout de chemin pour que cette génération qui suit encore après prenne un peu espoir et continue après. Sinon, ils vont lâcher l'affaire dès maintenant. C'est pas 100% porteur d'espoir, ce que tu viens de dire. Si, parce que là, moi, je trouve quand même que de manière générale, il y a un vent énorme d'action qui est en train de se passer aujourd'hui.
Voilà, j'ai pas forcément d'exemple très concret, si ce n'est que par exemple Change Now a rassemblé 1000 solutions qui venaient du monde entier là, en janvier dernier. Ce genre de rassemblement, en trouver 1000 il y a rien que 2 ans, mais c'était impossible. On ne pouvait pas trouver 1000 bonnes solutions dans le monde il y a 2 ans, je pense. Et ben voilà, ça c'est un signal pour moi qui est vachement fort. Ok, merci. Magali. Moi, j'ai envie de parler de la Convention citoyenne pour le climat. Qui connaît la Convention citoyenne pour le climat? Qui en a une opinion positive? Qui n'y met pas beaucoup d'espoir? Ok. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, cette Convention citoyenne, parce que justement, en fait, c'est ce qu'on a pu négocier avec le gouvernement suite à l'affaire du siècle. Et je dis on, c'est Cyril Dion, Mathilde Imer, qui ont, avec les Gilets citoyens, négocié becs et ongles avec des lignes rouges. Et il y a très peu de gens, en fait, qui savent que cette initiative vient du peuple et non pas du gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une initiative d'Emmanuel Macron, alors que non, pas que. Et en fait, l'objectif de cette Convention citoyenne pour le climat, c'était déjà une expérience démocratique, à savoir de voir quand on tirait au sort 150 personnes pour reconstituer une mini-France, est-ce qu'ils étaient capables de donner des mesures vraiment éclairées et radicales à la hauteur des enjeux? Eh bien, en fait, la réponse a été oui. Parce que pendant plusieurs mois, ce qu'on a constaté, c'est que donc, ces 150 citoyens tirés au sort, vraiment représentatifs de la société française, ont interrogé des scientifiques, des entrepreneurs, des ONG, de manière contradictoire, et ont élaboré ensemble de manière super motivée. Enfin, ils se sont formés, ils ont travaillé en dehors des sessions. Enfin, ils se sont vraiment sentis responsables du résultat qui allait sortir de là. Ils ont été très autodidactes, ils ont réussi à travailler de manière collective, de sorte à proposer 149 mesures qui ont été proposées au début de l'été. Il y avait beaucoup d'ONG qui étaient assez vigilantes ou qui attendaient de voir ce qui allait en sortir et qui finalement, comme Greenpeace notamment, ont été agréablement surprises. Et en fait, la plupart de ces citoyens ont dit qu'ils s'étaient pris véritablement une baffe énorme lors de la première session quand les scientifiques sont venus leur expliquer l'état de la situation. Et que, il y a même des climato-sceptiques qui ont changé d'avis. Donc en fait, à partir du moment où on leur a expliqué les choses, leur prise de conscience a bondi et ils ont été capables de réfléchir de manière transversale. Et ça, je pense que c'est super important, cet aspect de l'intelligence collective, c'est qu'aujourd'hui, chaque expert est expert en son domaine. Un climatologue va être expert en climatologie, un économiste en économie, mais très peu a une vision globale et holistique des choses. Et eux, en fait, dans cette expérience-là, ont réussi à condenser une connaissance synergique. Et ils ont réussi à pondre ce corpus de mesures qui est un corpus qui fonctionne de manière systémique, c'est-à-dire que si on prend une mesure à droite à gauche, ça ne va pas du tout avoir le même sens que si on applique les 149 mesures d'un coup. Et en fait, les 150 là, leur mandat est terminé, mais ils se sont constitués en association, donc l'association des 150, pour continuer à porter ces mesures jusqu'au bout. Donc il va y avoir un projet de multiloi qui va être présenté au Parlement bientôt, un référendum normalement début 2021 sur la modification de l'article 1 de la Constitution, ce qui n'est pas rien. Et en fait, ils ont inspiré beaucoup d'initiatives dans d'autres pays, c'est-à-dire que la Convention citoyenne est en train d'essaimer dans d'autres pays. Donc là, ça y est, il y en a déjà une qui a eu lieu au Royaume-Uni, au niveau local aussi, à Grenoble. Là, on est prêt à Arles le week-end dernier, où il y a peut-être une initiative de ce type-là qui est en train d'émerger. Et moi, je crois vraiment que l'intelligence collective et justement ce renouveau démocratique est super important. Et je pense que vous êtes des partenaires idéaux aussi dans cette salle, parce qu'on a besoin du soutien d'entreprises pour porter ces mesures-là. Et justement, on est en train d'afficher les soutiens d'entreprises sur un site internet, que ce soit des entreprises isolées ou bien le corpus en entier. Donc si ça vous intéresse ou si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous écrire, par exemple sur le Facebook ou le LinkedIn d'On est prêt, parce que les citoyens ont véritablement besoin d'exposer leur soutien, du monde économique aussi. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes. Alors, Michel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je rajouterais juste qu'il me semble, moi c'est ce qui me rend optimiste, c'est qu'il me semble qu'on est passé de la prise de conscience, on est passé au stade de l'action qu'on retrouve à tous les niveaux, les citoyens, le monde associatif, les entreprises à impact, etc. Donc au niveau de la base, et qui remonte évidemment vers le sommet, donc vers les politiques. Et on en a l'illustration aux dernières élections, où on a de très grandes villes françaises qui sont aujourd'hui pilotées par les écologistes. Ça n'était jamais arrivé. Donc c'est bien la concrétisation de cette émergence. Et on a une base aujourd'hui qui est passée d'une prise de conscience à l'action et qui va faire bouger nos politiques, nos gouvernants, par nécessité, sous la pression. Donc, merci beaucoup. Donc, il reste 2-3 minutes. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question aux intervenants? À l'un d'entre eux, tous. Oui. Du coup, je vais vous poser une question par rapport à Nicolas Hulot quand il a parlé durant ce débat, quand il parlait justement de redéfinir vraiment le progrès finalement et de comme vous disiez par rapport au terme de développement, mais lui il employait beaucoup plus le terme de progrès. Est-ce que vous êtes en accord avec cette idée que finalement c'est plus par le social qu'on va réussir à finalement avoir, comme vous disiez, une coordination qui va finalement, je me souviens quand Nicolas Hulot avait démissionné de son poste, ça m'avait beaucoup touchée personnellement parce qu'il parlait vraiment de ce fait que certes il y avait des actions qui se produisaient, mais que finalement, est-ce qu'il avait cette coordination dont on a tant besoin maintenant derrière lui? Il était très déçu de ça d'une certaine manière, donc je voulais un peu savoir votre avis par rapport à ça. Tu as peut-être des éléments aussi après. Alors sur le social, dans tous les cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, il devient très clair que le combat environnemental et le combat social doivent être faits main dans la main. Où pendant longtemps, en effet, il y avait plutôt des personnes qui avaient une casquette écologique et d'autres sociales. C'est en train de se rapprocher très fortement. Donc en effet, pour moi, il y a déjà ce premier enjeu. Okay. Après, de ce que je comprends de la question, c'est comment est-ce que peut se faire cette coordination? C'est ça? C'est encore c'est un chantier qui commence, je pense. Je crois que mais à mon avis, ça viendra pas forcément que du social, ça viendra de coalitions qui se font entre des acteurs de manière indépendante au début. Ils vont commencer à collaborer, ça va créer un effet boule de neige, une sorte de coalition douce. Il va peut-être y en avoir d'autres qui, au fur et à mesure, vont s'agréger. Mais je crois pas du tout en une création très massive dès le début. Pour moi, là, c'est encore une démarche entrepreneuriale de penser grand mais commencer petit. Et ça se fera entre des acteurs qui, entre eux, diront « nous, on doit faire quelque chose, porter ce combat ensemble pour le porter mieux. » en fait. Ok. Merci Magali. Ouais, le mot de la fin peut-être. Le mot de la fin non, mais moi, je voulais aussi répondre à ta question. En fait, cette convergence, elle est indispensable, et notamment avec la crise économique qui arrive, où le social va vraiment primer. Je voudrais rappeler que dans le dérèglement climatique ou l'extinction de masse, les premiers touchés sont souvent les plus pauvres. Donc, en fait, la justice sociale est vraiment au cœur des choses. Et quand on a donc attaqué l'État en justice avec l'affaire du siècle, la réponse du gouvernement a été de dire mais vous voyez bien que nous, quand on essaye de faire des choses, en fait, il y a la moitié des Français qui se révoltent, et en fait, en France, s'opposent les écolos et les gilets jaunes. Donc ça a été la réponse du gouvernement fin 2018. Donc en fait, début 2019, avec on a beaucoup œuvré justement à cette convergence entre mouvements sociaux et écolos. Et cette convergence a abouti au mois de mars 2019 avec la marche du siècle, où justement François Boulot est venu marcher dans le cortège de l'affaire du siècle. Dans la deuxième vidéo Affaire du siècle, il y avait des gilets jaunes. Avec Cyril Dion, on a aussi sorti un sondage sur des questions de démocratie, société et écologie qui montrait qu'à partir du moment où la justice sociale était prise en compte, ces mesures généraient de l'adhésion. Et c'est vraiment cette convergence-là qui a permis à Mathilde Imert, Cyril Dion et les Gilets citoyens. Donc les Gilets citoyens, c'est vraiment
un groupe d'experts de la démocratie, de gilets jaunes et d'écolos qui ont adressé une lettre ouverte à Macron. Et je ne suis pas certaine que sans cette convergence, ça leur aurait été possible de négocier la Convention citoyenne pour le climat. Cette convergence, elle continue. Il y a des initiatives qui ont émergé récemment, comme la rencontre des justices bientôt qui va avoir lieu à Marseille, ou les 47 qui a sorti un manifeste d'interdépendance. Et en fait, ça ne fait que commencer, mais c'est évidemment indispensable de continuer à œuvrer main dans la main, à mon sens. Voilà. Ok. Bon, je ne sais pas si on a encore 2 secondes. Michel, si tu veux donner le vrai mot de la fin. Parce que je pense qu'on va après... Le mot de la fin, évidemment, il faut qu'il soit optimiste. Et on ne peut inviter que chacune à être engagé, à se comporter dans sa vie quotidienne de manière responsable. Au début, c'est vrai, comme le disait Magali tout à l'heure, on peut se dire au début, ce sont des petits sacrifices, mais je pense qu'après un régime d'un mois, le régime d'un mois de Magali, on se sent beaucoup mieux. C'est comme un régime normal. On se sent beaucoup mieux et on contribue efficacement à l'amélioration de nos sociétés. Donc voilà, mouvement citoyen, mouvement associatif, organisation. Les entreprises ont évidemment un rôle clé et essentiel à jouer et qu'elles jouent aujourd'hui, je le répète, de plus en plus. Nombre d'entre elles sont engagées dans des démarches de responsabilité sociétale des organisations. Et nous, en position d'experts comptables ou de commissaires aux comptes, on est évidemment très bien placés pour en témoigner. Voilà, donc c'est un message tout de même optimiste. Bon, merci beaucoup à vous 3. Merci à tout le monde. Vous pouvez retrouver les intervenants. Donc, on est dans le village Lucie, au stand Walter France. Merci beaucoup. Merci. Bien sûr.